Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde session des webinaires du GDR Matériaux de construction biosourcés. Donc, on avait décidé de vous proposer 3 webinaires en février. Celui de la semaine dernière, je trouve qu'il a super bien fonctionné. Je remercie pour l'interactivité de tous. Et on souhaite vraiment avoir le même niveau d'interactivité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le groupe de travail sur la caractérisation et transformation des matières premières biosourcées, donc essentiellement les granulats et les fibres d'origine végétale, avec les aspects, bien entendu, caractérisation, mise en œuvre, analyse environnementale. Elle sera animée par 3 personnes. Donc, Hélène Lenormand d'Unilassal, donc école basée à Rouen. Thibaut Lecomte et Vincent Picandet de l'IRDL, Université Bretagne Sud à Lorient. Et Thibaut, je pense qu'il est à Vannes chez lui. Voilà, Non. ils ont des gros flocons de neige aujourd'hui. Et donc, ils vont animer cette session. Juste un mot pour dire il faut vraiment aller jeter un coup d'œil sur les nombreuses informations qui sont passées sur le compte-rendu de la semaine dernière. D'ailleurs, le groupe d'aujourd'hui, ils ont la pression hein, parce qu'on a fait aussi vite que possible. Je remercie d'ailleurs Florence et Sandrine d'avoir très largement contribué à nous mettre un compte-rendu très détaillé la semaine dernière, le jour même. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour découvrir toutes les vidéos sur les présentations de la semaine dernière. Et aujourd'hui aussi, ça sera mis en ligne voilà, d'ici demain pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, donc je cède tout de suite la parole à Thibaut qui prend la main pour l'animation de cette journée. Et je vous souhaite une très, très bonne matinée. Merci Sofiane. Donc, effectivement, bienvenue à tous. Donc, on est une trentaine, c'est déjà pas mal. Donc, nous, on représente entre guillemets le GT1, donc sur la caractérisation et transformation des matières premières. L'objectif du jour, c'est le même que l'objectif du GDR, hein, c'est-à-dire échanger au maximum et puis définir les contours finalement de ce GT. Donc, pour ça, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous faire des présentations sur les 3 grands thèmes du GT, des petites présentations, et puis surtout vous poser des questions dans l'idée d'interagir. Et c'est vraiment ça, je pense, l'objectif de ces journées, de ces matinées du GDR, ou de ces jeudis du GDR. Donc, juste un petit point sur les participants. Donc là, comme je vous disais, on est 31. A priori, sur le nombre d'inscrits, on était 65. Pour le GT1, il y a une vingtaine de labos, 11 entreprises et 5 institutionnels qui avaient montré un intérêt pour ce GT. Juste pour faire un petit point. Au niveau du programme, donc comme je le disais, on a les trois grands thèmes du GT plus la partie ACV qui est venue s'accrocher dessus à un moment donné quand on a défini les différents groupes thématiques. Et donc, on va aborder les différents points dans cet ordre-là. Donc, on va commencer par les matières premières. Ensuite, on parlera de caractérisation des matériaux, de mise en œuvre. Et puis, si on a encore du temps à la fin, on fera une petite parenthèse sur les ACV. En tout cas, on vous posera des questions dessus. Donc sur la partie matière première, donc à chaque fois, on va essayer de vous faire une petite présentation pour lancer le sujet, vous poser des questions. Et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à interagir et que les gens se manifestent et posent des questions ou abondent dans le sens dans lequel on aimerait qu'ils abondent. Voilà. Donc, je vais laisser Hélène présenter ces 2 transparents-là, qui sont des transparents qui correspondent à ces recherches pour initier la conversation. Justement. Ok, merci Thibaut. Bien, bonjour à tous.
Donc oui, en effet, je vais essayer de vous présenter très rapidement les grandes cultures françaises qui peuvent apporter des particules végétales qui sont importantes pour nos écomatériaux. Donc la principale fonctionnalité de ces particules végétales, c'est qu'elles doivent apporter de l'isolation thermique ou acoustique, mais surtout de l'isolation. Et en fait, qu'est-ce qui rend possible cette isolation? C'est la grande porosité des fragments végétaux. Donc, vous avez une petite image là, une image même d'une moelle de tournesol qui vous montre bien toute cette grande porosité. Et ensuite, donc vous avez des photos de cultures françaises et avec en dessous les fragments végétaux qui peuvent en découler. Donc, vous avez des morceaux de tiges, vous avez aussi des enveloppes de graines comme les balles de riz, ou alors il y a aussi des morceaux de rafle aussi, pour le maïs. Donc, sur la slide d'après, on a essayé de recenser les principales cultures qui permettraient de répondre aux besoins massifs en particules végétales si on se mettait à rénover ou à construire de façon massive en biosourcé. Et on a regardé en fait leur localisation sur le territoire français, leur période de récolte, et les différents types de particules végétales qui en découlent, et puis leur superficie, et tout ça dans le but d'estimer le gisement potentiel qu'il y aurait sur notre territoire. Donc, dans nos grandes cultures françaises, bien sûr, il y a le tournesol, il y a le colza, il y a le maïs, il y a toutes les céréales qui sont très importantes, mais il y a aussi des cultures un peu plus restreintes comme le riz ou le chanvre. Et puis, il y a aussi de la matière végétale qui n'est pas cultivée, mais qui est vraiment présente en abondance sur notre territoire, comme le roseau. Donc, sur les zones géographiques, à droite de la diapo, il y a une petite image de la carte de France où j'ai juste mis 4 grandes cultures. Donc, vous voyez bien que certaines cultures comme le lin ou le riz ont des zones géographiques très localisées. Hein, la Camargue pour le riz, toute la côte de la Manche pour le lin textile. Et puis, par contre, il y a des cultures comme le tournesol ou le colza qui peuvent prendre un espace beaucoup plus important. Hein, le colza, sur toute la moitié nord, est présent. Et puis, le tournesol, il faut un peu plus de soleil, donc c'est plutôt en dessous de la Loire où le tournesol peut pousser. Mais en tout cas, tout le territoire français est couvert au moins par une agro-ressource. Ensuite, il y a aussi, on a regardé les périodes de récolte. Les céréales, elles se récoltent plutôt, donc ce sont pratiquement toutes des plantes annuelles. Les céréales, c'est plutôt en été qu'on les récolte. Le tournesol, c'est plutôt en automne. Le roseau, c'est plutôt de janvier à mars. Donc en fait, si on voulait imaginer une distribution tout au long de l'année, on pourrait avec nos agro-ressources disponibles sur notre territoire. Ensuite, ça vous le savez aussi, il y a différents types de particules. Si on prend les plantes à fibres comme le lin ou le chanvre, eh bien, on a d'un côté des fibres et à l'intérieur, on a les anas, qu'on appelle chènevotte pour le chanvre. Pour les oléagineux, il y a souvent de la moelle à l'intérieur. Donc, le colza a de la moelle à l'intérieur, mais qui ne se sépare pas de l'écorce, contrairement au tournesol. Et puis, sinon, il y a, je vous l'ai dit, il y a des balles de riz, donc des balles de sarrasin, des balles de petits et grands épeautres. Il y a pas mal de disponibilité là-dessus. Et puis, le plus souvent, ça reste des tiges végétales qui sont broyées pour en faire des particules végétales. Donc ça, c'est le cas pour le miscanthus, c'est le cas pour la paille de riz aussi, qu'on peut broyer, ou les pailles de céréales. Voilà. Donc, grâce à tout ça, on peut regarder les rendements à l'hectare et puis estimer les gisements des particules. Donc, on a estimé à peu près à 15 millions de tonnes par an sur ces agro-ressources-là, le gisement d'agro-ressources qui pourrait être valorisé. Alors, bien sûr, dans ces 15 millions, il faut retirer ce qui est déjà valorisé.
Hein, il y a déjà du paillage qui est fait, il y a d'autres voies de valorisation, et puis il faut aussi retirer ce qui doit être laissé au champ pour l'aspect apport nutritif au sol. Mais bon, vu le tonnage, je pense qu'il n'y a pas de crainte d'avoir une éventuelle concurrence dans les voies de valorisation. Et puis, dernier mot, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, il y a 15 millions, donc c'est énorme, mais ça, c'est un gisement, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont réellement disponibles, parce que pour assurer la disponibilité, il faut rendre l'approvisionnement possible, et donc il faut que la filière existe, la filière de récolte, la filière de production, de transformation et de distribution de la matière végétale existe. Et aujourd'hui, pour le chanvre, c'est opérationnel, pour le lin aussi, pour le riz aussi. Et pour les autres, il y en a en devenir et il y en a qui ne sont pas encore travaillés en termes de filière. Donc, en réalité, il y a assez peu de matière végétale de disponible aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un effort sur le montage de filière qui est à faire pour rendre disponible notre matière végétale. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les principales grandes cultures françaises. Si, je reprends la main ou la parole. Donc moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de regarder finalement ce que nous a montré Hélène sur le gisement et sur les ressources, et puis de regarder en contrepartie sur quoi on travaillait en recherche. Donc je me suis permis de récupérer deux diapos des travaux de Camille Magnon, et notamment de son doctorant, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Vous l'avez ici. Et donc, ce qu'a fait son doctorant, c'est qu'il a fait une revue bibliographique sur 120 articles sur la valorisation d'agro-ressources. Et quand on regarde finalement ce sur quoi on travaille, on voit quand même que le chanvre, le lin, ce sont les matériaux principaux sur lesquels on a des articles disponibles. Le bois, il y en a pas mal. Et puis surtout les autres, finalement, on est assez, on va dire, on est sur des niveaux de recherche qui sont loin d'être matures, à mon avis, et avec un nombre d'articles relativement restreint. Et en fait, si on regarde ce que ça donne en mettant vis-à-vis ce dont parlait Hélène et ce que je viens de vous montrer, en fait, vous voyez en bleu ici les quantités potentiellement disponibles, et puis en orange le nombre d'articles publiés. Donc là, c'est sur les granulats pour mettre dans les bétons de chanvre, enfin béton de granulats du coup. Et voilà, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir que, par exemple, la chaîne botte de chanvre, ça représente, donc si vous regardez ici par rapport à la surface agricole utile, vous voyez que en France, les fibres chanvre et lin, c'est 0,3% de la surface agricole utile. Et en fait, en nombre d'articles de recherche, on est largement dominant, quoi. Si vous regardez ici ce qui est donné en termes de surface utilisée en France, vous voyez que les céréales, ça représente 50% de la surface utilisée. Et vous voyez que sur la paille de blé, finalement, il y a très peu d'articles actuellement, quoi. Un autre aspect intéressant, c'est la disponibilité du bois. Et puis, encore une fois, sur les copeaux de bois et sur le béton de bois, sur le béton de bois, il y a quelques articles, mais sur la matière première elle-même, il y en a relativement peu, quoi. Voilà ce que je voulais soulever. Donc, merci à Camille de m'avoir laissé montrer ça, parce que je trouve que c'est des recherches très intéressantes. Et donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, on a adoré les WOOC Labs de Philippe Blé la semaine dernière. donc on va essayer de continuer et de faire des sondages pour essayer, encore une fois, le but, c'est d'essayer d'initier une discussion. Donc, la première question finalement qu'on s'est posée, c'est dans le cadre du GDR, les participants, sur quels matériaux ils travaillent.
pour essayer justement de voir ce que ça donne. Donc, je vais essayer de… alors, je vais sortir de là. Et je vais aller chercher le lien. Booclap, excusez-moi, c'est un peu long. Tac. Je vais vous mettre le lien sur la discussion. Voilà. Normalement, vous devriez avoir le lien et avoir accès au sondage. Et je vais essayer de partager le sondage en direct. Vous le voyez là? Donc évidemment, il y a plusieurs réponses possibles. Hein, donc l'idée, c'est de voir si… ce qui est intéressant, effectivement, on a tous travaillé, je pense, énormément d'entre nous ont travaillé sur la chaîne vote de chanvre et peut-être un peu sur les anadelins. C'est aussi lié au fait que le chanvre, c'est un matériau la chaîne vote de chanvre, c'est un matériau qui est disponible au niveau industriel aussi, et avec une filière qui est assez développée. Et puis, finalement, c'était un peu le pionnier en termes d'éco-construction biosourcée. Donc, c'est normal. Et puis, l'autre aspect intéressant, et dont tu as un petit peu parlé, Hélène, c'est que la chaîne vote de chanvre, c'est un matériau qui, finalement, est assez similaire à l'ensemble des autres matériaux biosourcés, enfin, des autres granulats biosourcés, on va dire. Après, effectivement… je pense que dans le cadre du GDR, il ne faut pas qu'on oublie le travail sur les fibres et notamment sur tous les isolants à base de fibres. Et puis le bois, même si on ne va pas forcément travailler sur le bois massif comme c'est fait dans le GDR, il y a quand même des choses à dire. Quand on dit bois fibre, c'est du fibre, enfin c'est du bois déchiqueté. Alors ouais, j'ai peut-être, on pourrait mettre dans les fibres, prenez aussi sur et copeaux, quoi, parce que j'ai pas refait une question, j'ai pas mis d'item copeaux et bois reconstitué comme le MDF ou des choses comme ça. Alors, est-ce qu'on peut le mettre sous forme de nuage? Voilà, c'est assez parlant. Quand on regarde, donc on retrouve bien la chaîne vote de chanvre en premier. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le autre. C'est-à-dire que là, je pense que ceux qui ont mis autre, ce serait intéressant que vous nous disiez sur quelle particule vous travaillez ou sur quel type de produit vous travaillez. N'hésitez pas à prendre la parole. Laurent Clair, école de IMT Minales. Donc nous, j'ai mis autre puisque c'est balle et paille de riz. Donc comme il n'y avait pas la paille de riz. D'accord. Balle de riz, je l'avais mis, mais… Non, paille de blé, j'ai pas vu. Oh, je l'ai pas vu alors. Il y a paille de blé, balle de riz, j'ai mis. Ah ouais, mais c'est pour ça que… La balle de riz y était, ouais. La balle de riz. Balle de riz, ouais, j'ai marqué, mais paille de riz. Il y a paille de blé, mais pas paille de riz. Ouais. Bref, voilà. Et il n'y avait pas le coriandre aussi, hein, parce que je sais qu'il y en a qui bossent sur le coriandre. Il y a peut-être des personnes qui travaillent, je sais qu'il y a des projets avec des pays d'Afrique, notamment sur le TIFA. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dessus. Il y a Stéphanie Bonnet du GEM, il y a Philippe Poulain qui a travaillé un petit peu dessus, justement avec un étudiant du Bénin. Et sinon, on travaille aussi sur le roseau. Le roseau
Alors, plutôt des marais, quoi. Soit un marais donc de Brière, soit un marais de Vendée. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites sur le roseau? Moi, personnellement, en tout cas, c'est plutôt sur le renforcement, c'est plutôt pour le mélange terre-fibre, en fait. Ce qui travaille, c'est par rapport aux maisons qui sont construites à Guérande et puis également tout ce qui se passe dans les marais vendéens où il y a des maisons construites à partir de terre très argileuse et où on mélange ça avec des fibres de roseau, des fibres trouvées sur place, en fait, et du sable dunaire. Nous, on vient de... Un mélange terre-fibre, moi. D'accord. Donc, nous, sur le roseau, je veux dire. On vient de faire soutenir une doctorante qui a travaillé sur le roseau phragmite, le roseau sauvage. C'est vrai que le roseau, comme disait Hélène tout à l'heure, c'est une plante qui est assez intéressante parce que c'est une plante qui est disponible partout dans le monde, partout en France, mais aussi partout dans le monde. Et une plante qui est plutôt invasive et qui va nécessiter finalement un traitement par les collectivités territoriales, les collectivités locales. Et finalement, c'est vraiment, ce n'est pas une plante agricole, donc ça prend pas d'espace agricole. Et c'est vrai que, il y aurait vraiment des choses à faire. Donc il y a des filières qui se mettent en place actuellement. Mais sur le roseau, je pense qu'il y a encore à travailler. Si on élargit un petit peu, Thibaut, si on élargit un petit peu le champ, c'est-à-dire on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, je vois qu'à Eindhoven, en Autriche, en tout cas en Hollande, en Autriche, en Allemagne et en Suisse en particulier, ils n'ont pas pris vraiment la voie, on va dire, béton végétal, mais ils sont plus sur la fabrication de panneaux parce qu'ils ont une longue tradition en fait, de fabrication de panneaux d'isolation. Et donc, ils sont beaucoup plus sur les panneaux d'isolation avec les fibres. Et donc, ce que j'observe, en tout cas les programmes auxquels je collabore, c'est souvent le TIFA qui revient, le miscanthus. Donc, c'est vraiment trouver de la biomasse fibreuse pour fabriquer des panneaux d'isolation, panneaux rigides, panneaux souples. Et donc, ils sont beaucoup plus sur des aspects, on va dire, multicouches, quel liant j'utilise avec, et donc les liants ils sont plus minéraux, hein. C'est plutôt des liants on va dire biopolymères, essayer de trouver des biopolymères ou on va dire des polymères à faible impact environnemental pour faire du panneau d'isolation, mais y compris rigide, y compris des panneaux porteurs. Donc, Sofiane, ça, c'est un sujet qu'on va aborder juste après sur les fonctionnalités, les liants, etc. Non, mais en parlant des végétaux, j'ai remarqué qu'ils sont beaucoup plus fibres que grains. Voilà, c'était juste pour dire un petit peu ce qui se passe un petit peu par ailleurs. Alors qu'en France, on a pris un petit peu comme on était parti beaucoup sur le béton végétal, ce qui prouve un petit peu le taux de publication extrêmement élevé que tu as montré tout à l'heure. Et je pense que les problématiques du coup de morphologie, de ce qui va venir juste après, je pense un petit peu différentes entre les grains et les fibres. Ça va être un débat intéressant, je pense, à avoir pour un petit peu dire ce que font les unes par rapport aux autres. Voilà. Et je pense que la répartition des publications, elle traduit aussi le fléchage des aides financières qui sont accordées en recherche dans ce domaine-là. Hein. C'est vrai, oui, mais c'est un petit peu aussi nous qui avons écrit les projets. Hein, donc après, donc quelque part, c'est… Mais en termes de fibres, notre territoire français est quand même assez limité, sauf si on part sur le bois, mais il n'y a que le lin et le chanvre qui nous apportent des fibres. Le reste, c'est pas, on ne peut pas considérer ça comme des fibres. Donc, en fait… Mais Hélène, tu as raison d'évoquer un petit peu ce sujet. Et à un moment donné, il faut l'écrire parce que, en fait, déjà, les gens, ils ne font pas beaucoup la différence, je trouve, entre les grains et les fibres. Ouais. C'est un truc, les fibres, les grains, tout ça, c'est pareil. Et donc, il faut vraiment qu'on soit assez pionnier dans le domaine pour bien
distinguer les uns des autres. Est-ce que c'est une distinction morphologique? Est-ce que c'est une distinction écorce extérieure, taux de lignine ou... Bon, voilà, il faut trouver en tout cas une définition pour bien faire la séparation et un petit peu derrière. Et tu as raison de signaler que la France est plutôt moins, on va dire, moins riche en fibres pour l'instant, parce qu'après après tout, c'est des cultures. Hein, il faut... Il y a un problème de sémantique derrière ça. D'un point de vue agricole, les plantes à fibres, effectivement, c'est le chanvre, le lin, enfin, toutes les plantes qui sont exploitées pour leurs fibres. Mais d'un point de vue des biologistes, on va dire, la chêne-vote, c'est une fibre de bois. Donc, voilà, tout est un peu fibre. Donc, après... Oui, mais après, nous, on est matériaux de construction. Donc, il faut qu'on... Voilà, on est plutôt matériaux de construction. Donc, voilà, les grains, c'est les grains. Les fibres, c'est les fibres, quoi. Mais est-ce que c'est une définition juste géométrique ou est-ce que c'est une définition... Oui, pour moi, il y a une question de morphologie derrière. Hein. Les cellules ne sont pas les mêmes. La porosité n'est pas la même non plus. Donc, oui, moi, je dirais d'avant. Je parle souvent de particules végétales pour englober tout. Et après, je différencie si c'est des fibres de lin, des fibres de chanvre. Et tout le reste, pour moi, c'est des particules végétales. Oui, des morceaux de tiges, des fragments de tiges. Des moelles, des écorces, mais ce n'est pas des fibres pour moi. Ben, on a un fort besoin d'avoir un lexique. Et je pense qu'on peut s'en emparer au niveau du GDR. C'est peut-être pas 25 pages, hein, mais c'est peut-être 2-3 pages. Je vois, il y a Fouzia qui a effectivement des abus de langage. En plus, entre Schoenvoet, Anna, Bâle, etc., il y a tout un vocabulaire quand même qui est assez, en plus, qui est parlant. Mais je pense qu'on a peut-être un document à produire et peut-être que essayer de voir qui parmi la communauté pourrait se charger en ayant de constituer un lexique qui existe peut-être, hein, mais qu'on aurait un document dans lequel seraient regroupées toutes ces notions. Moi, je trouve ça très intéressant. Il me semble qu'il y avait eu une étude par FRD il y a peut-être en 2011, 2010. Je la connais, voilà. Mais bon, elle n'a pas tout dit, hein, cette non, étude. Non, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait à ce moment-là. Mais bon. Voilà, mais elle différenciait bien les fibres de lin et de chanvre, et tout le reste, on appelait ça des granulats. Après, bon, le granulat vient du génie civil. Pourquoi pas continuer à utiliser ce terme, mais... Il y a Fouzia là, qui dit elle est partante pour participer à ce travail. Pourquoi pas, hein, si elle peut nous proposer quelque chose, on peut lui envoyer plein de documents. Effectivement, l'étude FRD 2011-2012, et ça devait être Bono qui l'a faite à cette époque-là. Mais je pense que peut-être qu'il faut la remettre à jour, essayer d'avoir un consensus entre nous déjà. Hein, si on est 40-45 et que tout le monde y mette son grain de sel. Voilà, parce que je me rappelle, Pierre Bono m'avait appelé à cette époque-là pour me demander des informations. Voilà, sachant, par exemple, le mycélium, on le met où? Qui est aussi un biosourcé. C'est un champignon qui pousse et qui fait un isolant derrière. Ouais, mais ce n'est pas végétal. Là. Non, ce n'est pas végétal, oui, tout à fait. Mais c'est un biosourcé. Après, on le met où? Voilà, c'est... si on fait un lexique, ça serait bien qu'il englobe un petit peu toutes les possibilités. Voilà. C'est une bonne idée, oui. Après, nous, on a fait une étude un peu exotique par rapport peut-être aux thématiques qui sont abordées dans le GDR. C'était plus pour... en fait, on extrayait de l'aubépine et de la moulokia, donc l'hibiscus, je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde, par extraction, en fait, par mise en solution, hein, des produits qui ont des propriétés un petit peu d'inhibition de corrosion des armatures. Alors, je sais que c'est très loin de ce que... Enfin, j'ai l'impression d'un petit peu les thématiques qui ont été abordées dans le GDR, hein, mais c'était juste... voilà, peut-être pour dire qu'il y a peut-être d'autres applications. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent un peu sur ces sujets-là. Et c'est avec un étudiant égyptien de la moulokia, c'est plutôt en Afrique. Et c'est vrai que ça marchait, les premiers résultats marchaient assez bien. Alors, c'est des produits passivants, hein, qui sont quand même... alors, c'est extrait de solutions végétales, mais après, le traitement se fait par
par traitement électrochimique, hein, donc de l'acier. C'est vraiment un domaine qui est un petit peu peut-être éloigné de ce que vous traitez en GDR, mais c'est dans le GDR, mais bon, voilà, c'était juste une remarque peut-être sur d'autres applications possibles. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces aspects-là avant qu'on passe à la caractérisation des matériaux? Est-ce que vous avez des remarques particulières? C'est le moment, si vous en avez. On passe à la suite alors. Donc je redonne la main à Hélène, je crois. Ok. Caractérisation. Alors, je vais dire deux petits mots avant de relaisser la parole à Vincent. Donc, on le disait tout à l'heure, la principale propriété recherchée, c'était l'isolation, d'où l'utilisation de la porosité des agroressources. En fait, les agroressources, ce sont des parois végétales, hein, des parois de particules végétales qui sont constituées par un squelette qui est composé de différents polymères, donc de cellulose, d'hémicellulose, de pectine, de lignine, et tout ça dans des proportions différentes selon l'agroressource, d'accord ? Même selon si c'est une fibre ou un granulat, comme on vient de dire. Et la plupart de ces polymères sont hydrophiles, donc ça rend ces particules végétales très sensibles à l'eau. Donc pour moi, il y a deux paramètres essentiels à comprendre sur nos particules végétales, qui sont, le premier, c'est un aspect sur la physique des parois, donc plutôt l'aspect microstructure, et puis l'autre aspect, c'est l'aspect chimique, qui donne le caractère composite de nos particules végétales, donc c'est plutôt la biochimie. Donc, et en partant de ces deux caractéristiques essentielles, on peut décliner sur toutes les propriétés qu'on connaît bien, qui sont la conductivité, enfin la thermique, l'acoustique, l'hygrothermie, la mécanique et tout ça. Mais pour moi, il faut comprendre les deux paramètres essentiels, c'est donc la microstructure et la biochimie. Alors la microstructure, elle se décline en différentes propriétés. Donc la masse volumique, qui donne la densité. Donc, elle dépend donc, du volume occupé par les parois. Donc là, vous avez le premier schéma qui est issu d'une publi récente qui explique bien, qui décrit bien tous les termes de vocabulaire. Donc, vous avez les parois qui sont en orange. Donc, c'est le premier volume qui est occupé. Et ensuite, vous avez des volumes occupés par de l'air. Donc, d'abord de l'air entre les particules, ce qu'on appelle la porosité interparticulaire. Donc, qui va être, cette porosité, elle va être dépendante forcément de la forme des particules, de l'arrangement des particules entre elles, de la granulométrie, donc de la transformation qu'a subi la matière végétale par le broyage, par exemple. Donc ça, c'est la première porosité interparticules. Et puis ensuite, il y a de l'air qui est emprisonné dans les particules. Et là, on peut distinguer deux porosités, qui est la porosité ouverte, c'est-à-dire les volumes creux qui sont accessibles par l'extérieur. Et puis, il y a aussi la porosité fermée, donc c'est ce qui n'est pas accessible par l'extérieur. Donc, vous avez cette illustration qui résume bien tout ça, et je trouve que le schéma est super bien fait. Et puis, au milieu, je vous ai juste mis un petit tableau qui récapitule 6 agroressources avec des mesures de masse volumique, donc qui sont exprimées en grammes par centimètre cube, et puis en dernière colonne, des pourcentages de porosité totale selon les agroressources. Donc, c'est quand même variable. Enfin, la variabilité de nos agroressources montre bien une variabilité sur ces paramètres-là. Et puis, pour la biochimie, j'ai juste mis un petit graphique là à droite. Donc, il y a différentes façons de comprendre la biochimie de son végétal. Donc, il y a la plupart dans les publis, ce sont des méthodes gravimétriques. Donc là, c'est le cas dans cette publi-là, c'est du Van Soest. Mais il y a d'autres méthodes et il y en a qui sont beaucoup plus précises, mais beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre.
qui nécessitent aussi des pré-traitements de la matière végétale auparavant pour désorganiser. En fait, les macromolécules sont vraiment liées entre elles et les pré-traitements permettent de désorganiser ces macromolécules pour mieux les doser et les séparer ensuite. Donc là, c'est pareil, c'est un petit graphique avec 5 agro-ressources. Donc il y a des anas de lin, de la moelle de tournesol, de l'écorce de tournesol, de la chènevotte et de la paille de colza. Donc ça montre quand même pas mal de variabilité dans ces différents composants polymériques. Mais de toute façon, on retrouvera toujours ces composants-là, mais dans des proportions variables. Voilà. Voilà, ce que je voulais dire aussi, donc, en bleu sur le petit schéma, donc vous retrouvez les deux propriétés indispensables. Et puis ensuite, vers la droite, on va pouvoir découler donc, toutes les propriétés thermiques, acoustiques, mécaniques, hygrothermiques, qui sont pas mal détaillées dans la littérature. Par contre, ce qui est moins détaillé dans la littérature, c'est tout le côté gauche, plutôt tout ce que j'ai compilé en vert, qui sont plutôt les paramètres qui influencent ces caractéristiques-là. Donc, il y a ce que j'appelle des facteurs d'influence intrinsèques au végétal, donc ce qui est inhérent au végétal, c'est-à-dire les conditions de croissance. Donc, ça dépend forcément de l'espèce botanique, du territoire, de l'humidité, du terroir, de tout ça. Mais il y a aussi tout ce que subit aussi la plante une fois qu'elle est ramassée, les étapes de transformation comme du broyage ou du défibrage ou du conditionnement et du transport. Donc tout ça, ça a une influence sur ces caractéristiques. Et puis il y a d'autres facteurs qui sont indépendants au végétal, qui sont liés au protocole de mesure. Et là, il y avait eu déjà pas mal d'études de fait sur ce côté-là. Donc, en gros, ce que je veux dire aussi en conclusion, c'est que comme il y a plein de facteurs d'influence, il y a plein de lots de matière, ce qui génère énormément de variabilité. Et en fait, la question qui est importante là-dedans, c'est de savoir si la variabilité sur notre matière végétale provoque aussi de la variabilité dans nos propriétés de caractérisation. Voilà. En gros, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, sur cette slide-là, vous avez des exemples donc, de deux projets qui visaient à regarder cette variabilité. Donc, la première image, c'était des 17 lots de chènevotte qui avaient été recensés par des chanvreries en circuit court. Donc, vous voyez bien qu'il y a des couleurs différentes, des taux de fibrilles différents, de la granulo aussi qui est différente. Et puis ensuite, en bas, c'était plutôt en fonction du ruissage qu'on avait fait subir au champ, voir l'impact de cette maturité de plantes sur les propriétés qui intéressent pour nos écomatériaux. Voilà. Je ne sais pas si Vincent, tu voulais dire quelque chose de plus sur les caractérisations ? Bah, écoute, non, là, je me suis permis de lancer la chose parce que je ne suis pas très familier avec Wootlab. J'étais très impressionné d'ailleurs par le GT2. J'essaye de faire aussi bien, mais je n'y arrive pas. Donc, j'ai lancé une question. J'espère que tout le monde a pu trouver le lien qui marche. Je vois Jonathan me remet un lien. Mais bon, logiquement, j'ai déjà reçu des réponses. Et donc, l'idée, c'était un peu, effectivement, de faire un tour de table pour voir quelles sont les caractérisations que vous effectuez sur cette matière première. On le verra après, tout ça, c'est évidemment en relation avec la fonctionnalité que vous attendez du matériau fini. Et puis, votre mode de mise en œuvre également. Donc, là, j'ai déjà reçu quelques réponses qu'on peut partager. Après, si vous avez des questions sur... parce que bon, c'est un peu comme un questionnaire à choix multiples. Hein. On a essayé de borner les choses. Donc, il y a quelques autres. J'aimerais que ceux qui ont coché autres nous disent un petit peu éventuellement caractérisation auxquelles on n'a pas pensé. Et puis, s'il y a des questions, bah, n'hésitez pas. Je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer le résultat que j'obtiens là. Du coup, je vais arrêter, moi. Hop. Ah, voilà. Alors, juste dans le fil de discussion, il y a des questions.
une question de Bruno Poppertier sur l'influence en fait du choix de la matrice en fait, et puis l'interaction en fait entre, par exemple, quand on met un liant Terre, l'interaction entre la Terre et les particules. Je ne sais pas si… Ah bah, ça, en fait, c'est au niveau du relargage, ce qu'on a appelé le relargage potentiel. C'est vrai, Vincent, c'est une des questions, le relargage de matière soluble, mais je pense que la question est plus générale. De quels paramètres est-ce qu'on a besoin au niveau des particules ou des fibres pour transcrire et pour identifier les caractéristiques d'un composite qui associe une matrice et une charge donc, c'est vraiment une question clé qui va depuis les caractéristiques des composants vers l'identification des performances d'un matériau. Donc, on est réellement entre le lien formulation-propriété. Pour moi, une des réponses, c'est le comportement à l'eau. C'est-à-dire que en fait, dans ces mélanges-là, il y a un granulat végétal, il y a un liant qui peut être de la terre ou un liant minéral type chaux ou ciment, et puis il y a l'eau. Et en fait, pour moi, pour répondre à la question, je dirais que la première influence, c'est l'influence sur la formulation qu'on va donner à nos matériaux. C'est-à-dire que si on connaît bien la microstructure de notre granulat, on peut estimer finalement quel va être l'équilibre à donner entre la porosité de notre liant minéral et puis la porosité de notre particule. Et puis, si on connaît la quantité d'absorption d'eau de la particule, on va pouvoir en déduire finalement l'eau qui sera utile à notre liant minéral si c'est un liant qui fait prise de manière hydraulique, quoi. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais… Pour moi, le premier levier, c'est ça finalement, c'est le levier comportement à l'état frais, quoi. On a mis aussi en fait stabilité au contact de l'eau. Stabilité au contact de l'eau, c'est tous les phénomènes de gonflement en retrait qui peuvent être liés à la présence de l'eau, tout simplement. Et ça, c'est aussi un problème au niveau des interfaces, puisqu'on sait très bien que si on mélange avec de l'eau, l'interface se fait à ce moment-là, puis après, on a des problèmes de retrait. Et donc d'interface qui n'est plus bonne, quoi. Qu'après, effectivement, je sais pas si la personne qui a coché autre peut nous dire ou développer un petit peu. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? Je sais pas. Je vois qu'il y a 2 personnes qui ont coché autre. Donc, en fait, là, si on fait un bilan, là, on s'aperçoit qu'effectivement, capacité d'absorption d'eau, c'est quelque chose qui, pour le granulat en vrac, si c'est des granulés, après, si c'est un autre type de matière, si c'est des fibres, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça se fait aussi, c'est relativement accessible comme données expérimentales. La densité, la porosité, c'est des caractéristiques qui sont également mesurées très classiquement, ainsi que la granulométrie. Après, est-ce que c'est fatalement le plus pertinent? Je ne sais pas, mais en tous les cas, visiblement, c'est ce qu'il y a de plus répandu. Et même pour travailler avec d'autres laboratoires à l'échelle européenne ou mondiale, c'est aussi des paramètres qui sont, je pense, indispensables pour formuler un matériau composite. Après, la question de Christophe est comment caractériser un composite ou comment prédire les caractéristiques mécaniques d'un composite. Pour ça, il faut prédire, j'ai envie de dire, les caractéristiques ou mesurer les caractéristiques de chaque phase. Et ça, c'est jamais quelque chose de très facile, notamment quand on a des particules qui sont petites et puis hétérogènes de surcroît. Donc là, c'est un peu gageur, mais certains essayent.
Donc, c'est pour ça que j'ai distingué aussi l'aspect mécanique. À quelle échelle c'est fait? Est-ce que c'est à l'échelle micro ou est-ce que c'est à l'échelle un peu macro, c'est-à-dire en vrac, des particules? Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut se faire. Je dis mécanique et hygrothermique. Oui, Vincent, j'en profite pour prendre un tout petit peu la parole là, parce que c'est moi qui ai coché mécanique à l'échelle des particules. Tu Je sais que t'avouerai franchement que quand j'ai rédigé ces questions, j'ai pensé à toi, donc ça me tu as fait plaisir. pensé à moi. Ah ouais. Eh ben, je suis toujours sur le sujet. Donc, effectivement, j'ai toujours pour objectif de faire de la modélisation micromécanique sur ces matériaux qui m'intéressent beaucoup parce que d'un point de vue morphologique, ils sont super intéressants. Alors, j'ai avancé un petit peu dans le sens où je me suis un petit peu équipée expérimentalement pour étudier donc les particules et pour essayer à partir d'images. J'ai acheté un microtome, par exemple, pour faire des coups, pour avoir des morphologies un peu plus précises et essayer de faire du modèle à défaut de pouvoir faire effectivement de la caractérisation expérimentale sur des objets aussi petits. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, c'est un peu en cours. Ça a été un petit peu stoppé net par le Covid et tout ça, mais je vais essayer de continuer là, de Et reprendre. est-ce que tu as essayé de faire vraiment à l'échelle, de faire des essais expérimentaux à l'échelle de la particule ou Alors, pas? je suis pas équipée pour, mais je pense que vous en avez fait, vous. Alors, bah, moi, j'ai essayé d'en faire, mais c'est assez compliqué. Mm, J'avais fait un CRCT à Montréal et pendant mon CRCT, j'ai essayé de tirer sur les particules, de faire des indentations, des choses comme ça. mhm, Et en fait, comme c'est des matériaux orthotropes, bah, il faut quand même pas mal d'essais pour aller jusqu'au bout. c'est Mais, sûr. mais je pense qu'une des voies possibles, c'est vraiment de faire de l'indentation, pas de la micro-indentation ou nano-indentation, mais de l'indentation, Mm. en essayant de travailler sur les éprouvettes et d'avoir toutes les directions de sollicitation. Mais ça pourrait être vraiment intéressant de continuer là-dedans, quoi. Bah, moi, je suis super intéressée par ça. Et puis, effectivement, vous apportez la partie modélisation pour comparer à côté. Enfin, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Et puis, c'est vraiment une donnée d'entrée absolument essentielle pour tous les modèles d'homogénéisation qu'on veut faire derrière. Donc, il y a quelque chose à faire, je pense. Ouais. Donc, notamment, il y a un papier de Ulm intéressant sur les liens en fait, entre les paramètres d'indentation et puis les paramètres élastiques. Mm. Je ne sais plus combien il y en a, 5 au moins, ça va être 5 ouais, à trouver. Voilà. 9 peut-être même. Ouais, 9 dans ce cas-là, ouais, pardon. C'est pas isotrope transverse, c'est orthotrope. Ouais. Et, ouais. Il y avait une question de Bruno Peuportier sur l'inertie thermique des parois. Donc, c'est vrai que là, on est à l'échelle du matériau. Ce qu'on avait vu dans le cadre de la thèse de Théo Vinceslas sur les terres allégées, c'est que en termes d'inertie thermique, en fait, on pouvait faire une loi des mélanges entre la capacité calorifique de la Terre et la capacité calorifique de la chaîne Vogt. Dans notre cas, c'était de la chaîne Vogt. Et donc, effectivement, ça nécessite dans les caractérisations de faire des mesures de CP sur de la chaîne Vogt intègre ou sur de la chaîne Vogt broyée, quoi. J'espère que ça répond à ta question. Je viens de préciser que je n'avais pas répondu au sondage, donc j'ai coché également. Tu seras un peu moins seule, Sophie. Merci, c'est gentil. Et donc, Philippe, tu peux parler, hein, Philippe, en fait, hein, mais en complément acoustique à l'échelle du vrac et paramètres associés. Résistance au flux, tortuosité, etc. Ouais, bonjour à tous. Du coup, j'ai pas repris la parole, mais effectivement, donc en acoustique, on fait aussi des études à l'échelle des chaînes Vogt ou des particules en vrac pour alimenter nos modèles donc sur différents types de paramètres, mais aussi pour modéliser le vrac en tant que tel, puisqu'il peut être utilisé à des fins acoustiques. Typiquement, dans des combles, hein, on va chercher soit d'absorption, soit de l'affaiblissement, soit les deux en même temps. Et donc, on va mesurer à la fois les paramètres acoustiques et des propriétés complémentaires, donc typiquement en résistance au flux d'air
tortuosité, mais aussi des indications de détails de port, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un lien aussi direct avec les propriétés mécaniques de ces matériaux. On peut identifier des résonances élastiques. On peut identifier aussi des liens avec la thermique par rapport à la porosité. Enfin, c'est une discipline qui est vraiment facilement croisable avec les autres thématiques qui sont la mécanique, la thermique, l'hygrothermique, etc. Voilà. Je pensais à des expériences avec des vibrations aussi. Je sais que j'avais vu quelques collègues qui font vibrer en fait des petites lamelles. Alors c'était plutôt avec du bois, mais pour remonter aussi à des propriétés élastiques. C'est des choses qui se font que j'ai pas complètement investiguées, mais qui peuvent être une piste pour travailler à l'échelle. Tu parlais des essais du genre DMA, c'est ça? Oui, des choses comme ça, voilà. Okay. Ok. C'est vrai qu'on aurait pu mettre hygrothermique et acoustique, c'est souvent lié. Mais bon, désolé Philippe, effectivement, pour le coup, tu ne rentrais pas dans les cases. Mais ça nous permet d'avoir une vision quand même globale des choses. Peut-être qu'on peut enchaîner avec la suite, je ne sais pas si vous avez davantage de questions ou pas. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai un commentaire. Il y a certaines propriétés, on voit, qui sont largement caractérisées par les différents labos. Ouais. Et on en fait partie. Et enfin, moi, ce que j'ai vu à travers les essais qu'on a faits et puis des groupes qu'on a pu faire où on réfléchit sur les modes opératoires, finalement, ce qu'on mesure et le résultat qu'on va obtenir dépend très, très, très fortement de l'outil qu'on utilise. Et des opérateurs. Et de l'opérateur aussi, mais là, c'est encore une autre question. Et moi, je trouve que c'est des points qui sont vraiment importants à travailler parce que finalement, quand on fait une revue en biblio et qu'on essaye de comparer les résultats et se positionner par rapport à d'autres, on se rend compte que parfois, on est totalement en dehors de ce qui est trouvé parce qu'on n'utilise pas la même technique ou... Voilà, très souvent, en fait, on a un labo avec un historique, soit génie civil, soit matériaux, soit végétal, et on utilise les outils qui sont à notre disposition, et parfois, ils ne sont pas forcément adaptés. Ouais, je suis d'accord avec toi, Sandrine. Et en plus, souvent, la variabilité qu'on a sur nos mesures, elle dépasse la variabilité des différents lots de matière. Donc, oui, c'est super important ça pour pouvoir bien comparer les résultats, c'est de bien fixer les protocoles au début. Ouais. J'ai un petit commentaire, si c'est possible. Oui. Bien sûr. En fait, c'est par rapport à la méthode d'homogénéisation et puis les propriétés effectives. On parle beaucoup de la propriété du granulat. Porosité, etc. Mais on a trouvé des difficultés en fait par rapport aussi à la porosité intergranulaire et au comportement de la phase du liant. Ça veut dire que si on fait des essais sur le liant seul, son comportement il est très différent quand il est dans le matériau composite. Et donc, c'est très difficile de faire ou d'utiliser des méthodes comme ce qu'on a l'habitude de faire pour les polymères ou autres, c'est-à-dire les propriétés de la matrice et les propriétés du granulat. Et donc, ça, c'est un point pour moi. En fait, les propriétés des phases, il y a plusieurs phases et comment les déterminer. Philippe Glé a parlé de la partie acoustique, je pense qu'on arrive à déterminer les porosités, mais de quelle porosité on parle? Est-ce que c'est la porosité que du granulat? Et est-ce que c'est la porosité qui est dans le liant ou la porosité inter ou, Là, on est uniquement sur la caractéristique de la particule végétale. Hein. Que du grain, que du granulat. Alors, ça peut être la particule, ça peut être la porosité, ce qu'on appelle intragranulaire, c'est-à-dire dans le grain. Ça peut être également la porosité intergranulaire lorsque le matériau est en vrac.
Donc, si on prend un matériau en vrac, je ne sais pas moi, de la Schoenvott, parce que tout le monde connaît visiblement, de la Schoenvott en vrac, on a une porosité dans les particules qu'on va nommer intragranulaire, et puis on a une porosité intergranulaire qui est liée à l'empilement des particules tout simplement. Oui, mais après, quand on a le composite et on veut remonter aux propriétés du composite, on a besoin de la porosité qui est au niveau des intergranulaires, on va dire, au niveau du composite. Mais pour ça, en fait, ça nécessite de connaître les différents niveaux de porosité, comme le disait Vincent, c'est-à-dire que il faut connaître la densité particulière. Et c'est vrai que finalement, jusqu'à maintenant, c'était pas forcément ce qui était fait systématiquement parce que c'est pas le plus simple. Mais il faut connaître à la fois comment se comporte le tas et il faut connaître la densité particulière pour pouvoir répondre à ces questions-là clairement, quoi. C'est plus facile que ça, je pense. Et je rejoins en fait Sandrine. Je pense qu'il y a des choses où on doit discuter sur des choses qui sont plus adaptées à ce type de matériaux. Parce que le comportement n'est pas le même en vrac, du granulat en vrac, quand il est par la suite avec le liant. C'est sûr. Ouais. Après, en fait, on peut si on connaît le volume de matière et la quantité de matière qu'on a mis dedans et qu'on connaît la densité particulière, on pourra en déduire la porosité interne au liant, quoi, au liant seul. En tout cas, la moyenne, quoi. Après, l'autre problématique, à mon avis, c'est quand on utilise des liants hydrauliques, c'est la fameuse zone interfaciale et puis l'interaction avec les composés chimiques des particules, notamment les extractibles, quoi. Donc là, c'est vraiment plus compliqué, quoi. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon? Sinon, on peut passer, je ne sais pas si j'ai le partage. C'est la suite. C'est la suite. Vous voyez la slide. Vous voyez la présentation? Oui, oui. D'accord. Il faut que je reprenne. Donc, l'autre question, je ne sais pas si mon écran… Vincent. Je vois rien. Pardon? Non, là, moi, je partage mon écran. Je ne sais pas si… Ah, c'est toi qui le partages? Ouais. J'allais le partager. Bon, d'accord, c'est pas grave. Comme tu veux. Non, partage-le, c'est très bien, ça m'arrange. Donc, la suite, effectivement, donc là, c'était maintenant ce qui est très souvent lié à la question précédente. C'est en fait quelle est en fait la mise en œuvre que vous envisagez pour les granulats végétaux que vous étudiez et la fonctionnalité des éléments de construction. Est-ce que, donc, fonctionnalité, je vais commencer par ça, est-ce que c'est en clair, est-ce que c'est du remplissage ou du doublage uniquement, ou est-ce qu'il y a un peu de stabilité structurelle quand même derrière? Est-ce que c'est de l'isolation thermique, je mets phonique, avec de la régulation d'humidité relative, avec des questions de perméance de vapeur d'eau? Voilà un petit peu la première question qui peut être posée à ce niveau-là. Je pense qu'on va les faire dans l'ordre à ce moment-là, et puis on va regarder cette question. Donc en fait, pour quelle fonctionnalité? Et j'espère que là, je vous ai envoyé un lien qui devrait marcher. Cette fois, si ça ne marche pas, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Pour répondre à cette question. Cette question, vous allez avoir en fait non structurelle, structurelle et thermique et acoustique, structurelle uniquement, ça peut arriver aussi, ou une autre fonctionnalité à laquelle on n'a pas pensé, mais qui peut expliquer et notamment pourquoi vous avez sélectionné les caractéristiques précédentes en termes de caractérisation. J'ai reçu qu'une réponse pour le moment. Alors peut-être que je peux partager mon écran pour voir les résultats.
J'ai pas reçu le lien. Moi non plus, hein. Je ne sais pas où tu l'as mis. Vous n'avez pas reçu le lien dans le… Non, Alors, peut-être que je l'ai envoyé qu'à une personne. Ah ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas. Je suis désolé. Je l'ai envoyé qu'à Philippe Blé, pardon. Alors, à tout le monde. Mais visiblement, le lien marche. Vous avez reçu? Ouais. Oui. Voilà. Faites juste Vincent un complément. En fait, ton lien, pour qu'il marche, ah oui, une adresse uniquement, là, il fonctionne. Ouais, j'ai compris. Simple, avec écrit simplement WooClap et ton code derrière. C'est parce que toi, avant, c'était des codes application WooClap. D'accord. C'est ça qui fait. En fait, pour cette si tu n'as pas précision, l'application, Jonathan. ça ne marche pas. C'est le baptême du feu, là. On voit globalement que, voilà, on a, si je fais un bref résumé, on a à peu près 50% où on a quand même du structurel. Les 50%, on n'a pas du tout de structurel, c'est uniquement des problématiques de thermique et d'acoustique. Ouais, tu nous le partages? Ah bah oui, pardon, ça marche pas le partage. je pensais être en partage. Voilà. Vous l'avez tous? Oui. Alors, il y a encore autre qui apparaît. Est-ce que les personnes qui ont coché autre peuvent nous expliquer les applications envisagées pour leurs matériaux auxquels on n'aurait pas pensé? Oui, moi, c'était pour insister sur le fait que, bon, non structurel, c'est quand même un peu fourre-tout. Et que en thermique, en tout cas, il faut vraiment distinguer ce qui relève de l'isolation et ce qui relève du stockage. Les deux sont utiles. Et quand vous mélangez de la terre et des fibres, en fait, il va y avoir les deux qui sont associés. Et on peut faire il y a deux façons de les associer. C'est soit de mélanger les deux matériaux, mais à ce moment-là, on n'a pas un très bon isolant et on n'a pas un très bon stockage. Soit c'est ce que vous disiez tout à l'heure, apparemment pour les Hollandais, ils séparent une couche de stockage à l'intérieur et une couche d'isolation à l'extérieur, ce qui est plus efficace. Et ce serait dommage de passer à côté de cet aspect-là de la fonctionnalité, à mon avis. La fonctionnalité du stockage, uniquement. De bien considérer la performance thermique comme l'association d'un stockage et d'une isolation. Et de pas, parce que si on ne le fait pas, on mélange les matériaux et on risque d'être moins efficace en termes de performance après du bâtiment. Non, mais oui, je suis d'accord, sauf que là, le terme thermique ne se résume pas à une faible conductivité thermique. On sait très bien que ce pas des matériaux qui sont forcément très performants de ce point de vue-là, mais c'est l'aspect thermique et hygrothermique, j'ai envie de dire, et acoustique de ces matériaux qui présentent des avantages pour certains que d'autres, les matériaux traditionnels, j'ai envie de dire, ne présentent pas forcément. Donc pour moi, ça rentre dans le cadre de la thermique. Oui, mais c'est un peu trop flou et ça risque d'induire des choix qui ne sont pas forcément optimaux. C'est ça que je veux dire. Voilà, ce que je comprends, et à mon avis, ce que ça soulève, c'est la question, là on parle de la fonctionnalité du matériau, et en fait c'est vrai qu'il faut raisonner plus en termes de système, c'est-à-dire que on sait très bien que par exemple des mélanges chaud-chanvre ou de la terre allégée, on ne peut pas les considérer comme isolants, on les considère comme isolants, mais comme on ne peut pas les appeler isolants parce que leur lambda est trop élevé, leur conductivité est trop élevée. Et si on veut que ça fonctionne et si on veut faire du bâtiment passif, il va falloir les associer avec d'autres matériaux qui vont être des matériaux bien plus isolants. Donc, on va travailler sur à la fois l'isolation et le stockage sur des matériaux biosourcés type terre allégée.
mais il va falloir les associer à un moment donné avec un autre matériau isolant, quoi. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, Bruno. Je ne sais pas si… Oui, et pour encore préciser un peu cette opinion, c'est que j'ai été récemment confronté à un ingénieur qui fait la promotion de ces bétons de chanvre, par exemple, qui a fait une intervention en cours dans l'école d'architecture où j'interviens aussi, et qui disait que finalement, comme il y a des aspects de chaleur latente et des cycles de sorption et de désorption, eh bien, on peut finalement utiliser la conductivité de la laine de chanvre pour le béton de chanvre grâce à ces effets dynamiques de sorption et de désorption. Et là, j'émets de forts doutes sur ces propriétés-là. Donc, je pense que la thermique, il faut vraiment faire attention. Il y a plusieurs aspects dedans. Il y a ces aspects de stockage liés à la chaleur latente, les aspects d'isolation, et on a intérêt à clarifier les choses en tant que groupe scientifique pour éviter ces raccourcis et puis aider aussi au choix des bons matériaux. Donc ça peut être de l'isolation en paille à l'extérieur et puis de la terre apportée sur des latis à l'intérieur, par exemple, mais qui serait à mon avis plus efficace que de mélanger les deux en se disant ça reviendra au même à la fin. Une remarque sur ce sujet. Sur un même matériau type béton de chanvre, on peut voir au niveau européen des habitudes qui sont largement différentes. En Angleterre, un béton de chanvre est en général de 50 à 100 kg plus léger qu'en France. Et en Espagne, c'est encore plus lourd. Donc, sans faire de mesure, les artisans, les maçons qui étaient confrontés à ce type de technologie ont mis en place des solutions qui favorisent soit l'inertie ou favorisent l'isolation. Et donc, oui, il faut bien comprendre les constituants pour mieux maîtriser derrière la conception. Donc après, faire une séparation de l'aspect structurel ou autoporteur, on va dire, de certains matériaux ou pour privilégier le caractère isolant et le caractère stockage, ça reste un choix de concepteur. Est-ce qu'on a à l'imposer? Je ne sais pas. Après, les transferts hydriques, quand on fait du multicouche, ça complique un peu. Voilà. Mais ça, c'est un autre problème. C'est plus la conception de l'ouvrage. Mais il ne faut pas se l'interdire. Bon, après, ces questions, c'est clair qu'elles ont été posées peut-être d'un point de vue de mécanicien. C'est vrai que j'ai tout mis dans le même paquet thermique et acoustique. Après, il est clair qu'on peut affiner les choses. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais bon, les grandes lignes sont là. En gros, on a 50% de personnes qui étudient le matériau uniquement pour des aspects, j'ai envie de dire, de thermique et d'acoustique, quoi. Ou, thermique au sens large. Je vous propose de passer à la deuxième question, si c'est possible, qui concerne les liants cette fois. Donc, je vous ai déjà envoyé la chose. Voilà. Et normalement, est-ce que vous pouvez répondre? Donc, pour l'instant, c'est encore le questionnaire précédent. Apparemment, ouais. Est-ce que c'est le même lien? Est-ce que ça marche ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que je me suis trompé? Non, maintenant, oui, c'est bon. Mais c'est que quand tu as envoyé le lien… Alors, attendez. Voilà, c'est cette question-là. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est bon, ça fonctionne, touche plus à rien, Vincent. Moi, je vois la mise en œuvre. Je ne vois plus le liant. Ah, pardon. Voilà. Quel liant? C'est ça, quel liant? Super. J'ai touché, malgré moi. Donc, en fait, là, on a distingué en fait deux choses, enfin trois. D'une part,
soit il n'y a pas de liant, soit il y a quand même, on a des fibres dans certains cas, donc on peut avoir un tissage, on peut avoir une mise en ballot dans le cas des ballots de paille, des bottes de paille, on peut avoir des assemblages si on a des tiges, si on a du bois ou des choses comme ça. On a des liants végétaux qui peuvent être biosourcés, et puis on a d'autres liants, alors qui sont dans certains cas dits bio quelque chose, mais qui sont plus géosourcés pour moi, qui sont de l'argile ou des sols fins. Et puis en fait, on a des liants minéraux qui vont interagir soit avec l'eau, soit avec le CO2, donc ce que j'appelais liant minéral, hydraulique et ou aérien. Sachant que la dernière catégorie ici est la plus représentée, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on est quand même sur des modes de construction, donc avec une tradition, j'ai envie de dire, d'utilisation de ce type de liant. Et puis c'est aussi ce qui s'applique le plus pour le chanvre, hein. On le voit, donc comme on est assez représenté, ça explique la forte proportion ici. Alors pour typiquement pour la catégorie où on utilise des liants, qu'ils soient minéraux d'ailleurs, hydrauliques aériens ou soit un argile ou un sol fin, on peut avoir effectivement des problèmes, on l'a évoqué tout à l'heure, de relargage et d'interaction entre, on va dire, les composés chimiques qui vont être relargués et puis et les réactions qui devraient se faire avec le liant, lorsque c'est un liant qui réagit, ou à l'interface pour l'argile et les autres types de sols. Voilà, mais on a quand même de plus en plus maintenant de matériaux qui se développent, on le voit, où on a uniquement du tissage ou des liants purement végétaux qui sont quelquefois déjà contenus dans les granulats ou dans la matière biosourcée qu'on met en œuvre. Et puis là, par procédé, on arrive à créer un lien ou une cohésion. Donc, la dernière catégorie, c'est aucun. Là, on utilise le matériau en vrac tel quel. Très souvent, c'est pour de l'isolation. Alors ça, c'est par insufflation. On verra après les procédés. Je suis content de voir qu'il n'y a pas autre cette fois. Donc, tout le monde rentre à peu près dans les cases. On voit quand même que la catégorie 5 est largement représentée, c'est-à-dire avec du liant minéral. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou... Si, il y a un autre dans les commentaires avec des fibres thermoplastiques dans les laines, dans les panneaux souples. Exact. Pour moi, c'est tissage. Ça revient un peu c'est pas vraiment un tissage, mais ça s'apparente, quoi. Et après, moi, je suis étonnée qu'il n'y ait personne sur des matrices organiques. Et en fait, sont assez peu représentées. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'applications dans le secteur de la construction. Alors, tu veux dire des matrices organiques qui ne sont pas biosourcées? Ouais. Voilà, des panneaux thermodurs ou des panneaux avec des bitumes, quoi. De matrice. Bitume ou polymère, n'importe lequel. Un polyéthylène, ça peut être une matrice thermoplastique aussi. Ok, bon, ça nous permet d'avoir un aperçu. Et c'est pareil, cette question-là, elle est très liée avec la suivante, à laquelle vous allez pouvoir répondre, logiquement, si je passe comme ça, qui concerne la mise en œuvre pour les matériaux de construction que vous envisagez. Est-ce que c'est de la préfa? Est-ce que c'est manuel sur site? Est-ce que c'est mécanisé sur site ou autre? Sachant que je pense que la préfa concerne pas mal de monde puisque c'est quelque chose qui est facilement reproductible, plus facile à étudier en laboratoire. Donc l'idée de tout ça, c'est comme l'a dit Thibaut, c'est vraiment de voir un peu ce qui se fait dans le GDR de manière à mieux après orienter les choses. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde a à peu près répondu ici.
Donc là, c'est pareil, il n'y a pas tellement de questions qui sont autres. Alors, je pense que ça, on va après regarder tout ça, mais je pense que ça explique aussi peut-être au niveau des caractérisations finalement de la matière végétale. On a vu que c'était essentiellement donc la densité et puis les questions de porosité et d'absorption d'eau qui peuvent effectivement s'expliquer à la fois par le liant utilisé et les modes de mise en œuvre qu'on voit ici, donc la préfabrication qui est largement employée. Et puis après, on a quand même sur site donc les deux modes possibles. Est-ce qu'il y en a qui font de l'impression 3D? Sinon, c'était ma question aussi. J'ai mis ça, impression 3D, parce que c'est quand même quelque chose, un sujet qui est à la mode, entre guillemets. Moi, ça ne me concerne pas, mais c'est plutôt Philippe Poulet, en fait. Je travaille dessus, enfin, dans l'équipe. Je travaille avec Benoît Furet du S2N, pardon. Donc, c'est du sol, c'est du matériau, c'est de la terre avec des fibres, c'est ça? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de fibres. Pour l'instant, c'est que du géosourcé. Mais que du géosourcé. Ouais, il y a plutôt une idée de faire, pour rejoindre ce qui a été dit par Bruno tout à l'heure, c'est de faire plutôt du bicouche. Voilà, de l'extérieur avec de la terre qui servirait de coffrage à du matériau du coup biosourcé qui serait à l'intérieur. Pas de faire de mélange, parce que ça sera difficile avec le système de pompe, bien sûr, de travailler en fabrication additive. Donc là, c'est plutôt Philippe. Alors moi, je suis un peu sur la caractérisation, mais c'est plutôt Philippe et Benoît Furet. Alors, sachant que on l'a pas, j'en profite pour dire que là, de toute façon, quel que soit très souvent le mode de mise en œuvre, il induit une orientation préférentielle des particules qui très souvent sont quand même sous forme de fibres. Alors même si c'est des particules boisées, hein, comme de la chenvotte ou des anadelins, on a quand même des particules qui sont allongées très souvent dans le sens de la tige. Et on a une orientation préférentielle qui se fait, et donc qui est plus ou moins importante selon le mode de mise en œuvre. Mais globalement, on aboutit très souvent à des matériaux qui ne sont pas isotropes, contrairement au béton minéral traditionnel qu'on peut trouver, quoi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut, après, influer énormément sur la caractérisation du matériau fini. Il est important de regarder, je pense, quel que soit le mode de mise en œuvre, cet aspect d'anisotropie qui peut se produire sur le matériau fini. Donc, on l'a. Oui, juste. Pour faire cette parenthèse. Vincent Abdelakassi, L2MGC. Effectivement, nous aussi, on commence à s'intéresser à étudier l'imprimabilité de ce type de matériaux. Donc, c'est des études en cours. D'accord. Parce que typiquement, l'extrusion hein, qui va être faite sur une impression 3D va fatalement orienter les fibres de manière assez importante. Tout à fait. Bon, ben, moi, j'en ai fini pour ma partie. Et pour tenir le timing, je vais repasser la parole à Thibaut qui va aborder les aspects CV, je pense. Thibaut ? Ouais, je suis là, merci. Je vais reprendre la main, je vais remettre mon petit PowerPoint. Alors, j'arrête. En attendant, il y a une question sur le chat sur les liants biosourcés. Est-ce qu'ils sont intégralement biosourcés ou partiellement biosourcés? C'est souvent le débat, et on voit d'ailleurs lors de certaines conférences où très souvent on va mettre des huiles végétales dans les bitumes ou les liants hydrocarbonés classiques. Je ne sais pas, c'est vrai que là, la question, c'est pas forcément intégralement biosourcé. Ouais. Je veux dire, si le liant n'est pas intégralement biosourcé, on peut quand même le mettre dans cette catégorie-là. L'idée, c'est de substituer une partie du liant de synthèse, j'ai envie de dire, par du liant biosourcé. Oui, merci Isabelle Lecorguillet. Je posais cette question parce que vous m'entendez? Oui. Ça fait un peu écho à la notion aussi de biosourcé, des produits biosourcés qui n'ont pas forcément, jusqu'à présent, il n'y a pas une proportion minimum demandée pour qualifier un produit de biosourcé.
et voilà. Ouais, mais Donc, je voulais savoir si en friction plus forte, des contraintes plus fortes, mais non. C'est ce critère-là. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de définition à proprement parler. Après, c'est vrai que je trouve que c'est une bonne introduction finalement vers l'ACV et les empreintes environnementales parce que clairement, enfin, si on veut vraiment stocker du carbone dans les bâtiments, il va falloir aller vers du 100% biosourcé et vers du low-tech, clairement. Quand vous prenez un ballot de paille, une botte de paille, il y a 2 ficelles qui doivent correspondre à 2% de la masse en matériaux polymères. Si vous prenez de la laine de chanvre du commerce, vous avez 20, des fois 25% en masse de polymère. Et en fait, ça va complètement plomber l'aspect environnemental du matériau, quoi. Donc, c'est une vraie question. Après, il n'y a pas de définition du biosourcé. En revanche, si on durcit ou si on regarde différemment l'aspect gaz à effet de serre dans les réglementations thermiques et dans les labels, de fait, on devrait tendre vers des matériaux beaucoup plus biosourcés, enfin, en tout cas avec une plus grande part de biosourcés dedans, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça me permet de faire la transition. Donc, je pense qu'au niveau du timing, on n'est pas trop mal. On avait dit 10h, 11h30, et donc il reste ces questions-là. Donc, je vais pouvoir parler un petit peu d'analyse environnementale et puis poser un certain nombre de questions. Alors, pourquoi on fait ça? Alors déjà, parce que, comme vous le voyez, là, j'ai mis une phrase vers une ACV dynamique dans la RE 2020. En fait, il y a une grosse question actuellement et au mois de novembre dernier, le ministère a déclaré son intention finalement de mettre une ACV dynamique simplifiée dans la RE 2020 à venir, qui devrait arriver normalement, on va dire, à l'été 2021. Ce qui, pour moi, était plutôt une bonne nouvelle. Après, ce qui soulève énormément de débats et de questions actuellement dans la presse, où certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Voilà, donc je voulais juste faire un petit point d'information là-dessus et vous attirer votre attention dessus, parce que je trouve que c'est quelque chose qui va, à mon sens, plutôt dans le bon sens, mais contre lesquels il y a beaucoup d'ennemis, dans le milieu de la construction actuellement. Et il y a un gros travail pour essayer de faire passer à la trappe cette ACV dynamique dans la RE 2020. Je vous laisserai intervenir si certains veulent intervenir. D'ailleurs, peut-être maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça et ce que ça soulève comme question chez vous. Est-ce que ça soulève des questions déjà? Oui, alors je vais intervenir. Malheureusement, je n'irai pas dans votre sens en tant qu'énergéticien. Déjà, philosophiquement, la CV dynamique simplifiée, qui est proposée par le ministère, consiste à ne plus comptabiliser les impacts au-delà de 100 ans. Donc, c'est quand même un risque de créer une dette envers les générations futures. Et à mon avis, il faut trouver d'autres solutions pour valoriser les matériaux biosourcés que celle-là. J'ai indiqué dans le chat un lien vers une note qui donc montre les effets très problématiques de cette méthode sur les aspects énergétiques, puisque vous allez avoir, par exemple, à investir dans la fabrication d'un isolant et vous allez récupérer cet investissement au cours du temps, mais avec l'ACV dynamique simplifiée, eh bien, comme 1 kg de carbone émis dans le futur n'aura pas la même valeur qu'aujourd'hui, eh bien, vous récupérerez beaucoup moins en bilan carbone sur la durée. Et donc, ça condamne des technologies comme le triple vitrage ou comme les capteurs photovoltaïques. Alors, on peut être pour le low-tech, mais bon, on consomme tous de l'électricité quand même qu'il faut un peu fabriquer. Donc, je pense qu'il faut trouver des méthodes plus scientifiques. Celle-là ne l'est pas. C'est un arbitraire de dire qu'au bout de 100 ans, on ne compte plus les émissions de CO2. Il n'y a pas de base scientifique. Pour nous, la CV dynamique, on la comprend autrement.
Et c'est ce qu'on explique dans la petite note que je vous ai indiquée, c'est de prendre en compte les variations temporelles d'un certain nombre de processus, et en particulier le fait que quand on consomme de l'électricité l'hiver ou l'été, le jour ou la nuit, eh bien, on n'a pas les mêmes impacts parce qu'il y a des variations temporelles qui finalement permettent de valoriser le stockage d'énergie. Quand je parlais d'inertie thermique liée à ces matériaux biosourcés ou mélangés à de la terre, etc., ça fait partie de cette réflexion-là. Donc je crois qu'il ne faut pas se précipiter pour applaudir une méthode parce que, effectivement, si on brûle du bois dans 50 ans, ce sera, d'après la méthode, moins problématique. Il n'y a pas besoin de faire ça pour valoriser le bois et les matériaux biosourcés. Alors, ouais, alors, là où je ne suis pas d'accord, c'est que en fait, l'ACV dynamique non simplifiée, c'est quelque chose qui est quand même robuste d'un point de vue scientifique. D'accord. Et en fait, la question de l'horizon temporel, c'est une question éminemment politique, en fait. C'est-à-dire que je suis d'accord pour dire que arrêter le calcul à 100 ans, ça peut être problématique. Le truc, c'est qu'actuellement, en ACV statique, on fait aussi le calcul à 100 ans. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, effectivement, l'horizon de temps, c'est ce qui peut faire débat, à mon sens, l'horizon de temps choisi. Après, il y a la question de l'urgence climatique. C'est-à-dire que, effectivement, scientifiquement parlant, si on arrête à 100 ans, on ne va pas être raccord avec ce qui va se passer dans 100 ans. Ça, je suis d'accord. Parce que, imaginons qu'on ait un bâtiment qui soit là pour 101 ans, bah, toute la fin de vie sera occultée. Ça, je suis tout à fait d'accord. En revanche, le fait d'utiliser cette ACV dynamique, alors dit simplifié, ça permet d'augmenter finalement la différence de points, quoi, si on fait un système de matériaux biosourcés et les matériaux non biosourcés. Donc, après, sur les aspects triple vitrage et photovoltaïque, je pense que là, on est sur la partie énergie. Et de toute façon, dans la RE 2020, il y a une partie environnementale et il y a une partie énergie dans le bâtiment. Donc, il va falloir de toute façon avoir des matériaux et des systèmes qui soient performants. Et je ne pense pas que ça invite à limiter l'usage du photovoltaïque ou du triple vitrage, parce que de toute façon, si on veut aller vers des bâtiments passifs, il faudra mettre des triples vitrages et les mettre au bon endroit, quoi. Donc pour moi, on n'est pas sur. Enfin, parler d'énergétique et parler de stockage de carbone, il faut parler des deux en parallèle, mais je ne suis pas sûr que le fait d'intégrer la CV dynamique dans la RE 2020, ça pose un problème vis-à-vis de ces systèmes-là, quoi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si on fait de la CV dynamique, c'est ce que j'avais essayé d'expliquer au séminaire du mois de juin dernier, l'idée, c'est vraiment de tenir compte de la temporalité. Alors, je suis d'accord que si la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a augmenté dans 100 ans et qu'on brûle de la paille en fin de vie d'un bâtiment dans 100 ans, ce CO2 émis aura potentiellement plus d'impact. Mais il n'empêche que si on a stocké ce CO2-là pendant 100 ans, c'est 100 ans pendant lesquels on n'a pas eu de gaz à effet de serre, enfin ce supplément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est 100 ans pendant lesquels, entre guillemets, cette solution-là a permis de moins réchauffer ou de refroidir la planète. Donc pour moi, ça reste plutôt une bonne option. Voilà. Mais le débat n'est pas clos, hein, je le sais bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions là-dessus ? Non.
Donc ensuite toujours dans l'idée d'établir les contours du GDR, en fait, la partie ACV avait été remise finalement dans ce groupe thématique parce qu'il y avait finalement peu de participants qui semblaient, enfin, insuffisamment de participants qui semblaient intéressés par ces aspects-là. Et donc, moi, je voulais quand même poser un certain nombre de questions pour terminer cette matinée. Donc, la première, c'était déjà, est-ce que finalement, vous abordez la démarche d'ACV dans le cadre de vos recherches? Donc, les réponses, ça va être oui, non. Hein, mais, vous devez avoir le lien normalement. Je peux partager ça. Vous avez le résultat du sondage là? Oui. Donc on voit que pour l'instant, un tiers des personnes présentes, ou un gros tiers, on va dire, réalisent des ACV. Voilà, tout le monde ne répond pas apparemment. Il y a 25 réponses. Peut-être que certains sont partis ou pas vraiment là. Ok, donc finalement, là pour l'instant, il y a 9 personnes qui disent sur les 43 réaliser des ACV. L'autre question que je me posais, moi, c'était, alors est-ce qu'on peut faire ça? Tac. En fait, en contrepartie de ça, alors est-ce que, il faut que je vous renvoie ça, ouais. Vous avez le lien, donc en contrepartie de ça, c'était finalement, certains font des ACV, d'autres n'en font pas, mais est-ce que c'est considéré comme un axe prioritaire par vos partenaires industriels et par vous, quoi? Qu'on peut très bien ne pas à la rigueur, on peut très bien ne pas faire d'ACV, mais considérer que c'est un axe prioritaire, hein, donc en faire finalement. Et puis on peut faire des ACV, enfin il faut faire des ACV en donnant un sens à ce qu'on fait aussi, quoi. Voilà, moi, mon sentiment, c'est que c'est quand même un aspect qui va piloter finalement les choix de matériaux de plus en plus, les matériaux de construction. Thibaut, si je peux me permettre une remarque, tu dis que c'est un outil qui va permettre de piloter les choix. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Enfin, dans les contacts industriels que j'ai pu croiser dernièrement, on impose l'ACV parce que le financeur du projet l'impose. Donc, ce n'est pas obligatoirement un choix des partenaires. C'est parce que quand tu veux faire un marquage produit ou quand tu veux avoir un financement à l'ADEME, il faut que tu inclues une ACV dans ton projet. Voilà. Te dire que c'est réellement ça qui est le moteur dans la réalisation du projet et que ce sera le critère de choix, je n'irai peut-être pas jusque-là, pour l'instant. Non, d'accord, mais si tu regardes justement les orientations qui sont données à la RE 2020,
il y a quand même une orientation qui serait vers l'utilisation, par exemple, des fiches FDES et de la base IGNES pour qualifier les solutions constructives. Oui. Et donc, pour donner une idée, alors soit d'un contenu carbone, soit de l'impact de la construction qu'on va réaliser, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi. Actuellement, c'est l'ADEME qui va demander, l'ADEME ou autres qui vont demander une démarche ACV dans le projet. J'ai l'impression que maintenant, ça va devenir les pouvoirs publics qui vont demander ça finalement quand on va proposer des constructions neuves, alors, soit pour avoir un label, soit pour suivre la réglementation environnementale. Excusez-moi si je peux me permettre, donc Oui. Amel Segar. Oui, j'aimerais en fait rebondir sur cette question-là. Donc, hormis peut-être quelques maîtres d'ouvrage qui le font pour des questions d'affichage ou quoi que ce soit, il y a quand même des maîtres d'ouvrage qui souhaitent réellement utiliser l'ACV comme un levier pour pouvoir justement faire un choix éclairé. Et de ce fait, baisser les émissions de gaz à effet de serre au travers d'un choix qui est orienté plutôt matériaux biosourcés. Je sais que donc à la sécurité sociale, nous, on pousse donc vers ça et donc on fait des ACV sur des bâtiments qui sortent de terre. C'est un peu plus compliqué quand il s'agit de réhabilitation lourde, évidemment, et tout l'intérêt, en fait, c'est le parc déjà existant. Donc, ce qui serait intéressant, c'est essayer de faire des ACV sur, en fait, des réhabilitations en ayant peut-être des modules déjà entrés dans, que ce soit en fait dans Elodie ou dans n'importe quel autre logiciel de simulation d'ACV qui permettent au moins d'avoir une visibilité parce qu'effectivement toute la partie carbone qui est déjà stocké dans la partie gros œuvre sur une réhabilitation, c'est intéressant finalement de le garder et venir faire une réhabilitation avec un réaménagement intérieur et une réhabilitation lourde, c'est intéressant aussi de voir quel est l'impact carbone qu'on a sur une réhabilitation lourde. Donc, pour les maîtres d'ouvrage, ça devient, en tout cas pour de grands groupes et privés ou publics, l'ACV devient un levier aussi pour pouvoir justement baisser les émissions de gaz à effet de serre au travers en fait d'un choix d'un matériau raisonné. Donc ça a tout son intérêt. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Donc là, on voit que, alors il y a des choses dans la conversation. Franck Michaud qui dit l'ACV, ce n'est pas que le carbone et c'est cela qui est intéressant aussi. Alors là, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on parle beaucoup de carbone. Alors après, il y a l'aspect urgence climatique, mais c'est ce qu'on avait évoqué aussi avec Arthur Eloin de Ménibus en juin dernier. C'est-à-dire que on se focalise beaucoup sur l'aspect carbone, mais il faut faire attention aussi d'optimiser finalement la quantité de matériaux qu'on utilise. Il ne s'agirait pas de construire des murs en mettant de la chaîne vote compactée sur 1 mètre de paroi dans l'idée de stocker du carbone. Ce n'est pas ça l'objectif, parce que derrière, il y a quand même beaucoup d'impact sur l'eutrophisation, sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, qui sont liés à ces matériaux-là et qui sont souvent même des impacts supérieurs aux impacts d'autres matériaux de recyclage, notamment. Et évidemment, il faut travailler là-dessus. Occupation des sols. Alors, peut-être que tu peux t'exprimer, Franck, je ne sais pas si tu as un micro. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ça fonctionne ? Oui, on t'entend. Ok. Oui, c'était juste l'occupation des sols parce que on a par rapport aux biosourcés. Alors, ça dépend de quel biosourcé on parle. Hein. Le bois pose peut-être moins de problèmes de ce côté-là, mais les autres biosourcés posent des problèmes d'occupation des sols par rapport à des terres arables, par rapport à d'autres usages. Et ça, faut quand même prendre conscience qu'il y a une compétition sur l'usage du sol pour plusieurs besoins.
Et la multiplication du biosourcé à usage non alimentaire peut poser des problèmes à d'autres filières et à d'autres besoins humains. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'ACV, je me suis juste permis de dire qu'il ne faut pas le réduire à un bilan carbone, et pourtant, c'est souvent ce qui est fait. Et si on réduit un bilan carbone, alors à ce moment-là, on appelle ça un bilan carbone, et c'est bien déjà. Et sinon, on n'appelle pas ça une ACV, quoi. Donc, c'est souvent la tendance, hein. Moi, je l'ai marqué un peu plus haut. C'est quand on fait des travaux où on introduit l'ACV avec les partenaires, c'est ce qu'on essaye de faire systématiquement. On tend vite vers une ACV simplifiée, tout bonnement parce qu'on a un problème de données, hein, souvent. Et puis, de l'ACV simplifié, on passe souvent à du monocritère. Et si on arrive à garder déjà un critère environnemental, c'est bien. Enfin, c'est bien. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on avait essayé de regarder ce qui se faisait au niveau de la Terre dans le cadre d'un TCRILM. Et en fait, quand on regarde les articles qui sortent sur les matériaux, même en recherche, on va dire 95% des articles, c'est sur l'énergie dite énergie grise et sur le carbone. Et ça, à mon avis, c'est un souci. Il faut essayer de donner des choses plus complètes, mais c'est vrai qu'on est très focalisé sur les gaz à effet de serre. Et l'aspect occupation des sols, je pense que là, dans le cadre des matériaux les plus utilisés dans le cadre de ce GDR, c'est-à-dire les matériaux type granulat, en fait, ce sont en général des résidus agricoles ou des coproduits. Ce qui est quand même, en termes d'occupation des sols, est quand même super positif parce qu'on va utiliser finalement des coproduits de récolte qui sont là, pour certaines, pour nourrir la planète. Si vous prenez de la paille de blé, le blé, il est cultivé pour ses graines. Et finalement, on va pouvoir récupérer de la paille de toute façon sur des surfaces déjà occupées par du blé, quoi. Dans certains cas, c'est juste. Dans d'autres cas, c'est moins vrai parce qu'il y a des fibres végétales qui ont des qualités différentes en fonction du degré de maturation de la tige. Et pour avoir certaines qualités, on a des surfaces qui sont plus des coproduits, qui sont des produits directs. Donc là, tu penses au lin, au chanvre, par exemple? Oui. Ouais. Donc, qui représente pour l'instant… Pas grand-chose, on est d'accord. Ouais. En général, de toute façon, dans les biosourcés, il faut être clair, tous les biosourcés, si on parle des fibres végétales, représentent quasiment rien comparativement à la ressource issue de la forêt. En termes de quantité, c'est ridicule. Ah oui, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Alors, je vais remettre la présentation pour conclure. Vous voyez la présentation. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien à dire. Donc, juste, je pense que là, on est dans les temps. À moins que quelqu'un veuille encore s'exprimer. On va bientôt clôturer le webinaire. Donc, juste quelques rappels. Donc, actuellement, ça a été discuté la semaine dernière. On essaye de faire un annuaire sur les équipements. Et donc, il y a un drive du GDR sur lequel vous pouvez venir mettre vos informations sur les équipements, et on essaye toujours de faire cet inventaire. La semaine prochaine, les jeudis du GDR continuent avec le webinaire du 3e groupe thématique. Il va y avoir une journée du GDR courant avril, donc, qui va se passer à Rennes, et puis une école d'automne. Il a été décidé la semaine dernière que ça aurait lieu du 10 au 14 novembre 2021. Donc la politique, on va dire, de communication du GDR, c'est plutôt de passer au maximum par le site internet et limiter les mails.
parce que trop de mails tue le mail, notamment. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du GDR pour avoir toutes les infos. Voilà, je laisse peut-être le mot de la fin à mes collègues, Vincent et Hélène, si vous avez des choses à rajouter. Petite chose, il y a Sandrine qui vient d'envoyer un message pour nous demander à quelle heure on préférait le prochain webinaire. Est-ce que c'est 9h ou 10h? Je veux rester dans la thématique Wooclap. La deuxième chose, c'était peut-être de préciser, je crois qu'on avait envisagé du 10 au 14 novembre que ça serait à La Rochelle, me semble-t-il, l'école d'automne, la semaine dernière. Mais je ne sais pas si on a avancé sur ce sujet. Voilà, et puis sinon, je vous dis tous, je vous remercie tous pour votre participation et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés par le prochain GT. Pareil, je vous remercie. Non, j'ai pas d'autres infos à donner, donc je vous remercie et puis à la semaine prochaine. Peut-être Sandrine, tu voulais préciser quelque chose? Oui, par rapport à la journée du GDR à Rennes, comme on l'a un peu évoqué la semaine dernière, on ne sait pas trop si ce sera quelque chose qu'on fera en présentiel ou pas, comment on va l'organiser, si on va la décaler. Donc voilà, pour l'instant, on a retenu la date, mais bon, tout dépend de l'évolution de la situation. Et l'école d'automne, ce n'est pas encore vraiment défini, mais on verra comment on l'organise. Et enfin, pour la semaine prochaine, donc, ce sera le webinaire du GT3 orienté durabilité qu'on animera avec Camille Magnon. Et comme avaient fait Philippe et Florence la semaine dernière, on va certainement solliciter certains d'entre vous pour présenter rapidement leurs travaux ou des projets pour détailler plus concrètement des travaux. Donc, on va vous contacter cet après-midi ou demain. Donc, si certains sont déjà volontaires pour présenter ce qu'ils font sur la durabilité, ils peuvent nous envoyer un message. Ils sont les bienvenus. Et puis, sinon, je vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui. On était entre 40 et 50 en moyenne, donc toujours une bonne participation, c'était bien. Et comme l'a dit Sofiane, on vous envoie rapidement le compte-rendu et le webinaire restera disponible en replay à partir de cet après-midi, le temps de monter un peu, mais il ne devrait pas y avoir grand-chose à faire. Voilà, merci beaucoup à tous et bon appétit, qu'il est bientôt midi. Et à la semaine prochaine, en vous espérant toujours nombreux. Bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.